dernier, j'ai passé la journée au tribunal judiciaire d'Evry pour assister aux comparutions immédiates et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit débrief de ma journée. Juste pour rappel, les comparutions immédiates, ce sont des procédures accélérées, si vous voulez, plus rapides, dans lesquelles les personnes sont jugées dès leur sortie de garde à vue. En fait, vous êtes interpellé, vous êtes placé en garde à vue et vous êtes jugé directement derrière. Mais bon, ça de toute façon, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le débrief de la journée de comparution immédiate. Donc c'est parti. 13h53, la sonnerie retentit, la salle se lève, le tribunal entre, l'audience peut commencer. Premier dossier, donc on a commencé avec une femme qui était jugée pour violence conjugale sur son conjoint, qu'elle aurait notamment griffé et blessé au visage, sachant qu'elle était en état de récidive puisqu'elle a déjà été condamnée pour des violences sur ce même conjoint, et qu'en plus de ça, elle avait une interdiction d'être en contact avec lui. Elle était également renvoyée pour outrage, puisqu'elle avait dit aux policiers, je cite, « Ta gueule, keuf de merde ». Mais elle a demandé un renvoi, donc elle sera jugée le 13 mars prochain, et en attendant, elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Deuxième dossier, très rapide, je vais pas m'étendre, puisque le prévenu était absent et son avocat a demandé un renvoi. Troisième dossier, c'était également une affaire de violence conjugale, mais là pareil, le prévenu a demandé à être jugé plus tard, le temps de préparer sa défense. Donc même chose, l'audience a été renvoyée pour ce dossier. Quatrième dossier, c'était un jeune homme qui était renvoyé pour détention, transport, acquisition, cession, offre de stupéfiants, en l'occurrence de la cocaïne et du crack. Il a reconnu les faits et il a expliqué également qu'il faisait ça parce qu'il avait besoin d'argent. La présidente l'a un peu questionné pour savoir qui fournissait, comment il se procurait ces substances, mais il n'a pas été très loquace sur ce point-là. Il a expliqué en réalité que lui avait candidaté, oui parce que c'est ça, que lui avait en fait candidaté sur Snapchat, qu'il avait dit qu'il avait besoin d'argent et qu'il était disponible le jour où il y aurait de la place pour vendre des stupéfiants, mais qu'il ne savait pas qui était cette personne et que quand on le livrait en stupéfiants, la personne était masquée. Donc il ne savait pas à quoi ressemblait son fournisseur. Il a été condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général et il a également l'obligation de se soigner compte tenu de son addiction au cannabis. Cinquième dossier, c'était un homme qui comparaissait pour des violences intrafamiliales, en l'occurrence sur sa mère et sur sa sœur, alors qu'il était alcoolisé. Il lui était notamment reproché d'avoir étranglé sa petite sœur, de lui avoir tordu le bras, de l'avoir traîné sur le sol par les cheveux et mis des coups de poing. Il s'est excusé, il a dit qu'il regrettait d'avoir fait ça, qu'il se tenait tout le temps à carreau, mais que le jour-là, il avait eu une journée compliquée, qu'il avait finalement amené à consommer de l'alcool et que quand il consomme de l'alcool, finalement, ça lui crée des angoisses, ça le met dans des états de crise, il n'est plus lui-même et il perd même la mémoire des actes qu'il commet. La présidente, quant à elle, a beaucoup insisté sur le fait qu'il faisait tout simplement vivre un enfer à sa famille, qu'elle avait beaucoup de craintes, notamment pour sa petite sœur qui est lycéenne, et que la volonté première du tribunal, c'était vraiment de protéger sa famille. Et finalement, il a été condamné à 12 mois de prison avec interdiction d'entrer en contact avec sa mère et sa petite sœur et interdiction de paraître à leur domicile. Et juste petite précision, si vous ne le savez pas, l'interdiction de rentrer en contact, c'est vraiment l'interdiction de rentrer en contact par tout moyen. Ce qui veut dire que si vous avez une interdiction d'entrer en contact, vous ne pouvez pas téléphoner à la personne, vous ne pouvez pas non plus lui écrire de lettres, de textos. C'est pas juste les contacts physiques, c'est vraiment tout type de contact. Sixième dossier, c'était un homme qui comparaissait pour violence conjugale, là encore. Un homme d'origine sri-lankaise, il parlait pas très bien français, il comprenait pas le français non plus, donc il y a un interprète qui était là. Mais il a demandé lui aussi à être jugé plus tard, donc son affaire sera jugée en mars et le tribunal a décidé de le maintenir en détention provisoire d'ici à son jugement. Septième dossier, c'est un homme qui comparaissait parce que sa conjointe avait déclaré qu'il lui avait tiré dessus avec un airsoft. Je sais pas si vous savez ce que c'est un airsoft, je vais vous montrer une petite image, en fait c'est un pistolet à billes. Donc elle avait dans un premier temps déclaré qu'il lui avait tiré dessus avec un airsoft et à l'audience, en fait les deux ont expliqué que en fait, il ne lui avait pas tiré volontairement dessus. En fait, ce que l'homme a expliqué, c'est qu'il n'avait pas fait exprès de tirer. Il a dit, ma conjointe ou mon ex-conjointe, d'ailleurs c'était pas très clair parce qu'ils sont séparés mais ils vivent encore ensemble avec leurs enfants. Donc ma conjointe ou mon ex-conjointe est dépressive et bipolaire. Elle a des crises régulièrement. Et là, elle a eu une crise de jalousie, elle s'est emportée, elle a un peu tout cassé, notamment dans la cuisine. Et elle a voulu aller prendre le pistolet qui était dans l'armoire, caché dans l'armoire, pour se suicider. Et moi, j'ai voulu l'empêcher de se suicider, donc j'ai voulu lui arracher le pistolet, mais en voulant lui arracher, j'ai glissé sur du café qui était par terre, et le coup est parti tout seul. Mais je n'ai jamais eu l'intention de la viser et de lui tirer dessus volontairement. La femme, donc qui était présente, en pleurs à la barre,
a soutenu la même version. Bon, pour le coup, je suis pas sûre que la procureure ait été convaincue à 10 000 % par cette histoire de tentative de suicide au pistolet à billes, parce qu'elle leur a dit « Vous pensez vraiment qu'on peut se suicider avec un pistolet à billes ?» Pour la procureure, en fait, la femme est tout simplement victime de violence, elle est sous emprise, et l'homme doit être condamné. Le tribunal a cependant décidé de la relaxe du conjoint au bénéfice du doute. Donc la relaxe, ça veut dire qu'il n'est pas condamné, il reste innocent, puisqu'on est présumé innocent, donc pas de condamnation. Après, la présidente a quand même un peu insisté auprès des deux sur la nécessité qu'ils se séparent physiquement, qu'ils n'habitent plus au même endroit, compte tenu du caractère un petit peu toxique de cette relation. 8e dossier, c'était un jeune homme qui comparaissait pour conduite sans permis, en état d'ivresse et en récidive. Concrètement, lui, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il revenait d'une soirée avec des amis en voiture, que ce n'est pas lui qui conduisait, que c'était l'un de ses amis, qu'ils se sont garés sur un parking non loin de chez eux, et qu'au moment où ils voulaient rentrer chez eux, comme son ami avait trop bu et qu'il était mal en point, il a voulu tout simplement garer, en fait déplacer la voiture du parking où ils étaient, jusque devant chez eux, sachant que la distance, d'après lui, c'était une centaine de mètres. Et donc il dit, moi ma volonté c'était pas de conduire, c'était juste de déplacer la voiture pour la mettre en bas de chez nous. Bon, en tout cas, ça n'a pas eu l'air de faire plaisir du tout à la procureure qui lui a expliqué qu'il aurait pu tuer quelqu'un et qu'il s'agisse de 100 mètres, de plus de 100 mètres ou de moins de 100 mètres, ça ne change rien dans tous les cas. Il n'a pas de permis, il a un taux d'alcoolémie élevé, donc il ne peut pas conduire même sur cette courte distance. Et ce que lui a essayé d'expliquer, c'est que de toute façon, il était 3 h du matin et que 3 h du matin, c'est tard et a priori, il n'y a quasiment personne dehors. Évidemment, la procureure n'était pas du tout d'accord avec ça, donc elle a continué à lui dire « Bien sûr que si, il peut y avoir des gens à 3 h du matin dehors, et donc c'est une conduite dangereuse. » Au final, le tribunal l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis. 9e dossier, c'était là encore un jeune homme d'une vingtaine d'années renvoyé pour conduite sans permis, son permis ayant été annulé par la justice l'année dernière. Donc lui aussi a demandé à ce que son affaire soit renvoyée, soit jugée plus tard, le temps de préparer sa défense. Donc il sera jugé en mars. Et donc le débat, la question se posait de savoir qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et mars. Est-ce qu'il est remis en liberté ou est-ce qu'il est maintenu en détention à Fleury-Mérogis? Donc lui a expliqué qu'il n'avait pas, je cite, le profil d'un délinquant qui doit aller en prison. Qu'en plus, il devait commencer un nouveau travail cette semaine, qu'en plus il est en ce moment en semi-liberté puisqu'il est en fait en train de finir une peine et que la semi-liberté c'est déjà un cadre et un cadre qui lui convient plus que la détention. Il a ajouté également qu'il avait rendez-vous chez le dentiste dans quelques jours pour faire soigner des caries qu'il n'avait pas pu faire soigner lorsqu'il était en détention à Fleury-Mérogis l'année dernière. Donc bref, tout ça mélangé, il a expliqué que si on le laissait en détention à Fleury-Mérogis, on mettait en danger sa réinsertion dans la société et qu'on allait aussi rendre plus difficile son accès aux soins. Le tribunal a décidé de renvoyer donc son affaire à mars prochain et de le laisser libre sous contrôle judiciaire d'ici là. 10e dossier, c'était un jeune homme de 21 ans renvoyé pour vol. Pour être tout à fait transparente, j'ai eu beau me concentrer, franchement l'histoire a été difficile à saisir, j'ai eu du mal à la saisir. D'ailleurs même lui disait, oui je sais, c'est pas très clair et c'est pas très crédible, mais c'est vrai. Donc pour faire simple, ce jeune homme était suspecté d'avoir volé des AirPods et une caméra chez un monsieur. Il y avait des images de vidéosurveillance qui laissaient apparaître une personne qui lui ressemblait et qui aurait porté les mêmes habits que lui. Les objets volés ont été retrouvés dans une sacoche qui lui appartenait, sacoche qui elle-même était placée dans une valise qui lui appartenait également. Et lui, sa défense, c'était de dire qu'il n'était pas l'auteur du vol, que l'auteur du vol, c'était quelqu'un d'autre, en l'occurrence son cousin de 13 ans, mais que comme il ne voulait pas, je cite, balancer, il ne dirait rien de plus et il assumerait la responsabilité de ce vol. Donc pour être très honnête, je crois que l'histoire du cousin n'a pas véritablement convaincu, ni le procureur, qui a d'ailleurs dit que c'était un cousin imaginaire, ni le tribunal qui l'a reconnu coupable de ce vol et l'a condamné à 6 mois de prison sous bracelet électronique. 11e dossier à présent, et ne vous inquiétez pas, c'est presque fini. Là, c'était une histoire d'extorsion sur fond de drogue. Donc dans cette affaire, un homme de 31 ans comparaissait pour avoir forcé un autre homme à retirer 500 € et à lui donner. Et en fait, il justifiait ça par le fait que la mère de la victime lui devait cet argent. Plus précisément, il disait que la mère de la victime, qui est une consommatrice de drogue, avait une dette pour des stupéfiants qu'elle avait achetés mais qu'elle n'avait jamais payé. Et il expliquait qu'à cause de ça, lui, quand il se rendait au point de deal, il se faisait frapper parce que les gens le tenaient responsable de cette dette impayée. Et donc que lui, tout ce qu'il a voulu,
c'est se faire rembourser son argent. Et donc il a expliqué qu'un jour il croise par hasard le fils de la dame, il le fait monter avec lui en voiture, il l'emmène à un distributeur de billets et il le contraint à retirer de l'argent pour, d'après lui, rembourser sa dette. Le tribunal l'a donc reconnu coupable d'extorsion et l'a condamné à 6 mois de prison ferme. Et voilà, 21h05, l'audience est terminée, ou presque, parce que je crois qu'il y avait encore un dossier, mais je suis pas très sûre, je crois que le prévenu n'était pas là, donc finalement il n'y avait pas de dossier. Mais en tout cas pour ma part, je devais absolument partir, donc 21h05 a marqué la fin de ma journée là-bas. Juste une dernière précision, pour ceux que ça intéresse et qui ont envie d'aller voir des comparutions immédiates, sachez qu'à Évry, les comparutions immédiates, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 13h30. Vous n'avez pas à vous inscrire, vous n'avez pas à demander d'autorisation, puisque la justice est rendue publiquement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez pour de futures vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.